Bien, à côté du 22 mars prochain, au studio du CNA, vous pourrez voir la pièce Chère Mademoiselle Helena. Et pour nous en parler plus longuement, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Claire Faubert et Jean-Claude Mercus, qui sont deux piliers très importants pour cette pièce. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Plaisir. Oui. Alors, vous avez mis sur pied une pièce qui nous vient d'assez loin, qui nous vient de Russie. Ah oui, oui, c'est une pièce qui vient de Russie et qui est une pièce contemporaine d'un auteur russe qui aujourd'hui doit avoir dans la cinquantaine et qui vit à Moscou. Qui vit à Moscou. Et ça parle, l'histoire, si j'ai bien saisi, c'est l'histoire donc d'une institutrice qui va se retrouver un peu prise au piège par la visite surprise de 4 de ses étudiants. Vous jouez le rôle de Mademoiselle Helena, je présume. Oui, moi je me spécialise dans les rôles de maîtresse d'école, je dois dire. Mais quand même, Claire, c'est pas une maîtresse d'école, c'est vraiment un professeur. Là. C'est un Ça n'est pas une institutrice. Non, c'est un professeur, puisque ce sont des élèves du secondaire, mais qu'on s'entende bien que la 10e année B dont ils parlent, c'est vraiment la dernière année du secondaire, donc ils sont à l'aube d'entrée à l'université. Donc ce sont des élèves qui approchent la vingtaine, quoi. Ces étudiants qui viennent donc la visiter le soir de son anniversaire et qui vont la prendre au piège, effectivement, parce que cette génération montante est une génération ambitieuse, est une génération qui n'a pas beaucoup de scrupules parce qu'elle veut réussir à tout prix. Elle se démarque beaucoup de ses prédécesseurs, d'une certaine façon. Et oui. C'est là-dessus qu'il y a le conflit. Oui, parce qu'il faut se resituer un peu dans le contexte de l'époque. C'est quelques années, ou c'est dans quelques années qui précèdent la perestroïka. Donc il y a une brisure qu'on sent très très nettement dans la société russe, soviétique de l'époque. Et on a un conflit là, qui est un conflit social, de génération. Puis c'est pas une révolution tranquille qui se passe là. Hein. Ça va très vite, les valeurs sont bouleversées. Et c'est une page d'histoire qui se tourne, mais qui se tourne très rapidement. Et là, sur scène, on a ce drame qui commence pas comme un drame, Claire. Hein? Qui commence pas du tout comme un drame, mais c'est une page d'histoire, je devrais ajouter, Jean-Claude, parce que Jean-Claude assume la mise en scène. C'est une page d'histoire extrêmement palpitante. Oui. C'est bâti comme un suspense et Jean-Claude l'a peut-être même poussé un peu dans le sens que c'est vraiment du divertissement quelque part, mais du divertissement fin, du divertissement où l'intelligence est mise à contribution oui. Et la sensibilité, évidemment. Donc c'est un suspense extrêmement corsé parce que ça ne déborde pas. On est en montagne russe, là, pour... On va assister donc à des échanges verbaux très vigoureux. Très vigoureux, oui. Physiquement aussi. Physiquement? Absolument. C'est un spectacle qui est à la fois intellectuel, émotionnel, émotif, mais aussi un spectacle très physique. Oui. Très physique. Vous disiez tout à l'heure que vous vous spécialisez dans les rôles d'institutrices et de professeurs, appelons-les comme on veut, parce qu'effectivement, vous aviez collaboré ensemble dans la pièce Mademoiselle Marguerite. Si je vous demandais quelles sont les similarités justement entre Mademoiselle Marguerite et Mademoiselle Helena? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Par rapport au personnage, il n'y en a aucune. Et même par rapport à la dynamique qui anime Jean-Claude, par rapport à la direction d'acteur qu'il fait. Parce que là, nous sommes quand même 5. Il y a 5 comédiens. Et il y a une fiction différente parce qu'il y a un décor très, très élaboré. Ce que nous avions vécu comme partenaire, si je peux dire, de Mademoiselle Marguerite, c'est que Jean-Claude, c'était à 1 à 1, j'étais le chouchou de... Et là, Claire doit partager. Oui, parce avec 4 autres comédiens et un musicien qui interprétera live la musique. Les musiciens, les musiciens. Et les autres comédiens, parlons-en justement. Il y a 4 jeunes... Éric Chabot, Pierre-Yves Charbonneau, José Mallette, Liane Simard. Oui, est-ce que ce sont des comédiennes de la région? Liane Simard est une comédienne de la région. Les autres, il y en a 2 qui viennent de Montréal et un autre de Québec. Alors et notre scénographe, Roméo Savoie, lui, il vient de l'Acadie. Ah bon? Alors oui, on fait très cosmopolitain, si on veut. C'est très canadien. Oui. J'ai entendu dire que les costumes étaient fabuleux aussi. Vous avez une costumière très rénovée. C'est Méredith Caron. Méredith Caron. J'ai trop de plaisir, c'est ça? C'est ça, peut-être ça, oui. Qui elle est une gaspésienne, je crois. Oui, qui est gaspésienne. Alors c'est ça, on a une belle panoplie de collaborateurs, de concepteurs et d'acteurs. Moi, je pense de la façon dont je m'imagine cette pièce, justement, c'est peut-être une ambiance un peu noire, si je peux dire.
Est-ce que c'est à ça qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est la façon dont vous l'avez conçu, Non, M. Marcus? c'est pas non. Je crois que on commence vraiment dans une atmosphère très détendue. On vient souhaiter l'anniversaire de cette chère mademoiselle Elena. Alors, les étudiants sont au courant que c'est son anniversaire. C'est pas un hasard pour lui ruiner ça. La coïncidence, c'est qu'il y a eu un examen de mathématiques le matin même, et je crois qu'ils ont eu des petits problèmes. Alors, ils vont peut-être profiter de l'occasion pour régler certains problèmes. D'accord. Et mademoiselle Elena va se laisser faire, non? Ça, je pense qu'il ne faut pas le dire maintenant. Il ne faudra jamais le dire. Même ceux qui viendront voir la pièce, je pense que c'est un service à rendre. C'est comme si on disait qui est le meurtrier dans un... Non. C'est dommage de révéler. Absolument. Il y a un plaisir. Mais la fin, elle est très, très étonnante. La fin est Je dois étonnante. dire qu'elle est très étonnante, oui. C'est vrai? Oui. troublante. Troublante. Absolument. Alors, vous nous mettez l'eau à la bouche, définitivement. Alors, c'est au studio du CNA, donc du 22 mars au 1er avril à 20h. Vous pouvez appeler le 755-1111 pour des billets. Jean-Claude Mercus, Claire Faubert, merci infiniment et bon succès avec cette pièce. Merci beaucoup. Merci. Well. Bonjour monsieur, c'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Andrew. Andrew, et celui-là ici? Celui-là, c'est Bennett. Bennett. Bennett, oui. Bennett. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Avec moi. À moi ou Bennett? Ah, les deux peut-être. On va faire un petit sondage comme ça va être une réponse de plus, pourquoi pas. J'ai avec moi ici Rachel. Rachel, si tu veux venir. Rachel est en stage, puis elle est dans un cours de publicité en ce moment. Qu'est-ce que tu penses qu'on étudie, toi, en cours de publicité? Qu'est-ce que tu étudies? Ouais. Parce que moi, j'avais aucune idée, puis là, moi, j'ai encore aucune idée, mais je me demande si je suis le seul. Alors, retourne-toi de bord, Rachel, toi, on voit publicité. T'es en publicité. Publicité, oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là, toi? Où? Où est-ce que tu prends le cours? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on apprend dans le cours? De quoi qu'on parle? Oui. Je sais pas toi non plus, hein? OK, non. Ouais. Aucune idée. Qu'est-ce que tu recommanderais ce cours-là à tes enfants, toi? Peut-être. Hein? Bien, merci. Oui. Peut-être le chien, il le sait. Non, ouais. J'imagine qu'il est non plus. Merci, bye-bye. Après la semaine, quand je rentre de travailler, j'ai hâte de plaisir, j'ai hâte de plaisir. Le soir est venu en faisant la vaisselle, j'écoute plaisir, j'écoute plaisir. Cette semaine à Plaisir, on vous suggère plein de trucs, plein de moyens pour vous sentir mieux, plein d'approches un peu spirituelles, pourquoi pas, ici au Salon du Mieux-être. Alors suivez-moi, je vous amène à les kiosques. J'ai à mes côtés un personnage très intéressant, très intéressant, que vous avez sûrement vu d'ailleurs sur nos ondes à quelques reprises. Il animait une émission qui s'intitulait « Prendre soin de soi ». Il est, entre autres, sophrologue. Monsieur Claude Vandelac, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement que la sophrologie? La sophrologie, c'est difficile à toujours décrire. Beaucoup de gens me posent la question ici au salon. Je vais essayer de donner une définition assez courte. C'est d'abord et avant tout une science qui permet d'étudier les états et les niveaux de conscience, ainsi que le fonctionnement du cerveau. Tout part de là, mais peu de gens connaissent comment ça fonctionne. La sophrologie est d'abord une science qui vient de la psychiatrie, de la médecine, où on a développé, après ça, le fondateur a développé toute une approche qui est une synthèse de 42 approches différentes qu'il y avait surtout au début des années 60, où on peut retrouver à l'intérieur de ça le yoga, le bouddhisme, le zen, le biofeedback. En tout cas, on pourrait toutes les mettre là-dedans. Et je dirais l'intelligence de Caicedo, ça a été de prendre ces 42 approches-là, d'en faire une synthèse et de l'adapter à notre monde occidental. C'est-à-dire à des gens qu'on n'a pas cette culture orientale-là.
D'accord. Il y a des gens où on n'ira pas méditer pendant 3 heures. Non, effectivement. Alors, ce serait de l'appliquer à la vie de tous les Exact. jours, de rendre ça facile. Alors, à mes côtés, Madame Rosanne Lévesque qui est ici pour nous parler d'une technique qui est aussi très à la mode et dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, le Reiki. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le Reiki, Madame? Le Reiki, simplement, c'est la transmission de l'énergie universelle par l'imposition des mains. Alors, il y a de l'énergie partout dans l'univers. On canalise cette énergie-là et en imposant les mains sur la personne, on transmet cette énergie-là. Donc, c'est un transfert d'énergie, mais pas notre énergie à nous, l'énergie universelle. Mais il me semble que ça doit prendre un don particulier pour être capable, justement, d'emmagasiner cette énergie-là, non? Ou par un entraînement? Ça prend, c'est ça, justement, on développe ça avec les initiations parce que vous pouvez, c'est accessible à tout le monde. C'est pas un don, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et que si on a le goût de développer, de reconnaître et de le faire, on a tout simplement à venir se faire initier au Reiki. Et on est capable à ce moment-là de canaliser cette énergie-là et de la transmettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la transmettre à soi-même et aux autres. Alors, on devient autonome dans sa propre recherche de guérison et de bien-être. Alors, la guérison, ça peut être une guérison physique comme une guérison spirituelle aussi, j'imagine? Oui, ça travaille à tous les niveaux, autant au niveau émotif, spirituel, mental et physique. Alors, bonjour, vous venez d'arriver au salon. Qu'est-ce que vous venez chercher au juste au salon? Ben là, moi, je viens juste vérifier, voir les différentes choses qui peuvent contribuer au bien-être de chaque personne. Puis, je sais pas, je regarde alentour, puis je suis venu peut-être en tant que curieux. J'ai pas vraiment une certaine, je sais pas, discipline qui m'intéresse particulièrement, là. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu à date? Je sais que vous commencez. Oui, je trouve ça intéressant. Il y a bien des choses, il y a sûrement quelque chose qui peut plaire à quelqu'un, là, puis... C'est très diversifié. C'est ça, ça peut toucher quelqu'un, une discipline certaine qui peut aller chercher quelqu'un quelque part, c'est sûr, parce que, je sais pas, ça c'est tellement diversifié que... Alors, au salon, on fait des découvertes très, très intéressantes. D'ailleurs, j'ai vu un monsieur ici qui est installé au milieu de plein d'instruments de musique, d'ordinateur et tout, et c'est très, très intriguant. Son nom d'artiste, c'est Pajot. Bonjour. Bonjour. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites? Si je vous entendais tout à l'heure, vous jouez de la musique un peu nouvelle, qu'on peut qualifier de nouvel âge? C'est ça, la musique nouvel âge, la musique méditative faite pour des traitements énergétiques ou pour se rechercher intérieurement, des choses comme ça. Moi, je suis ici comme exposant et je présente la musique au grand public et il fallait faire découvrir cette belle musique et la musique nouvel âge. Vous vous servez de tout ça qui est autour de vous ici. Il y a une console, magnéto, des claviers, un ordinateur. Pouvez-vous nous faire une petite démonstration de comment vous mettez tout ça ensemble pour former cette musique? C'est... Ici, on a l'ordinateur qui est interfacé avec les claviers. D'accord. L'ordinateur, lui, garde les sons en mémoire. Oui. Et les claviers rejouent les sons. Moi, je suis tout seul ici, comme vous pouvez voir. Là, je ne peux pas tout jouer tout seul. Je joue plusieurs parties là, en direct, mais le reste des choses sont jouées, disons, par séquence, par l'ordinateur. Alors, vous venez de visiter le salon, madame. Comment vous avez trouvé ça, Adam? Très intéressant. Est-ce que vous trouvez des choses vraiment qui vous touchent plus particulièrement? Oui, je suis particulièrement intéressée par certaines approches, alors j'ai pu trouver réponse. Je trouve ça intéressant, les gens sont très disponibles, très aidants, répondent à plein de questions. Avez-vous eu des surprises aussi, découvert des choses complètement nouvelles? Bien, disons que ça fait un bon moment que je connais les approches un peu alternatives, mais j'ai pas fini ma visite. Oh non, ça je vais apprendre des choses. Mais il y a des choses que je trouve plus intéressantes que d'autres. Il va de soi. Il y a des choses avec lesquelles qui collent plus à ma réalité. Absolument. Et toi, est-ce que tu trouves des choses qui t'intéressent? Est-ce que tu découvres des choses? Il y a certaines choses qui sont bien intéressantes. Oui. Des choses que je connaissais déjà. Toi aussi, mon Dieu, tu es très, très au courant. Oui. Ah, ben oui. Surtout à cause d'elle. OK, d'accord. Ce que vous voyez présentement, c'est une démonstration de Tai Chi par Henriette et Françoise qui sont ici au salon. Je vais aller les interroger. Bonjour. Bonjour. Mon Dieu, que ça a l'air calme et reposant ce que vous faites. C'est effectivement calme et reposant, mais ça peut aussi être très, très exigeant. Alors, au début, on apprend la séquence qui est composée de 108 mouvements. Alors, c'est un enchaînement de mouvements. Puis, de fait, on peut dire que c'est un seul long mouvement, mais comme vous voyez, les mouvements varient, mais sont très, très bien enchaînés. Alors, on peut dire que le Tai Chi, c'est une méditation en mouvement.
Alors, le but, c'est d'acquérir quoi exactement? Du contrôle, du calme, c'est un peu tout ça? Il y a un peu tout ça. Alors, pour apprendre la séquence, évidemment, ça demande une concentration pour apprendre les mouvements. Alors, déjà, comme on ne pense qu'au mouvement, on oublie tout le reste. Alors, en ce sens-là, c'est très relaxant. Pour faire du bon tai chi, il faut être très relax. Alors, si on est tendu, le tai chi ne sera pas bon. Donc, nécessairement, on apprend à relaxer. Ça travaille tous les systèmes, alors que ce soit le système respiratoire, circulatoire, ça travaille les os, il y a un massage interne des organes qui se fait en même temps. Oui. Alors c'est très, très complet et puis effectivement c'est beau, doux, calme et gentil, mais aussi ça peut être très difficile. Plus on fait du tai chi, plus on va loin dans le mouvement et puis on n'arrive jamais à perfectionner les mouvements. Alors chaque mouvement peut être poussé, toujours plus loin. On n'a jamais fini d'apprendre au tai chi. Well. Hey, avec moi un petit ami qui écoute l'émission Plaisir, ça va bien? Oui, ça va. Ouais, aujourd'hui, ma question est un peu difficile, hein, même si t'es habitué à avoir des petites questions faciles de moi. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses qu'on apprend dans le cours de publicité? Oui, ça va. C'est bon. Ouais. Je pense que ça serait une bonne idée. De quoi tu penses qu'on parle dans ces cours-là? La société, les médias, peut-être, puis je sais pas. Ouais. Est-ce que t'aimes ça, toi, les publicités à la télévision? Oui. Ah oui, t'aimes ça? Oui. Wow! Hey, tu t'entendrais bien avec Rachel. Quelqu'un qui aime les commerciaux à la télévision, puis moi, dans mon émission, il n'y en a pas. J'ai jamais remarqué, je gage. Non. Hein? Je te dis, on vit avec du pain et de l'eau, nous autres. Et merci, puis continue d'écouter l'émission. Bye-bye. Bye. Au revoir. Bye. Well. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. On s'est presque touché, on s'est même presque connu. J'ai failli tout croire, mais le mystère se faisait lourd. J'ai failli m'oublier, m'abandonner comme un chiot. Je crois bien que je t'ai même aimé, mais le silence se faisait lourd, beaucoup trop lourd. On dit de lui qu'il a de l'esprit, de la chaleur, de l'humour, de la finesse, de l'authenticité. On dit qu'il a la sensibilité du chantre et la précision d'un chirurgien du verbe. Je veux parler de Jim Corcoran. Il est à mes côtés. Bonsoir, Jim. Bonsoir. C'est pas moi qui ai écrit ça. Puis pourtant, vous avez tellement de tours avec la langue française que vous auriez pu très bien écrire ça. Mais comme je disais tout à l'heure, je manque de mots. Je manque de mots pour vous décrire. Et en même temps, il y en a trop parce que vous êtes tellement un être qui fait plein de choses, qui est plein de choses. Vous pourriez trouver quelque chose, un mot, un verbe pour vous qualifier? J'aimerais à un moment donné trouver un ou deux mots pour me définir. Je cherche toujours. Mais j'avoue en même temps que c'est un plaisir et un privilège de pouvoir jouer avec les mots. C'est qu'on me permette
de faire ce que je veux avec les mots. Je tiens à ce que je dis ait un sens, mais aussi la forme, la manière, l'emploi des mots, pour moi, c'est un plaisir aussi. Parce que vous arrivez toujours avec des formulations nouvelles, des comparaisons nouvelles, des belles images. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait que quelqu'un qui est né anglophone, dont la langue d'origine est l'anglais, peut arriver à si bien manier la langue française mieux que bien des auteurs, compositeurs, interprètes québécois, francophones. J'ai l'impression qu'il y a une part de hasard là-dedans. Parce que des fois, je vais écrire quelque chose et comme la langue française n'est pas ma langue maternelle, je vais écrire spontanément quelque chose et c'est un francophone de souche qui va me dire « Ah, mais c'est donc bien bizarre, c'est inhabituel. » Mais pour moi, je ne savais pas trop que c'était bel et bien inhabituel comme structure ou comme forme. Alors, j'ai appris la langue, seul souvent, par les livres, par la lecture. Et mon style, là, on m'accorde un style, je suis très heureux. Mais c'est arrivé un peu par hasard, parce que j'ai fouillé et j'ai pris pour acquis que certaines choses se disaient de telle façon pour apprendre éventuellement que c'était pas tout à fait habituel, c'était un peu inusité, mais tout à fait admissible. Vous n'avez jamais donc suivi de cours ou quoi que ce soit? Oui. Vous avez suivi des cours? J'ai suivi des cours, j'ai suivi même jusqu'à un bac en français. Oui. Parce qu'il fallait accélérer le processus. Au début de mon apprentissage, je voulais aller à l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke ou l'Université de Montréal. Mais comme j'avais jamais fait d'études, je perdais un an et demi de scolarité. Alors j'ai pris un bac à l'Université Bishop, qui est une université anglophone dans les cantons de l'Est, avec simultané un bac en philo. Mais j'ai étudié pour pouvoir réellement préciser mon emploi de la langue. Je voulais te toucher, oui vraiment mettre les mains, mordre et me laisser mordre, mais ton absence se faisait lourde. Je voulais que tu te montres, que tu te racontes, que tu te dises. Il me fallait te sentir, mais le doute pesait lourd, beaucoup trop lourd. On s'est jamais vu. Et puis, on entend aussi la façon dont vous agencez les mots. Ça fait de la musique comme telle avant même que vous puissiez mettre votre musique sur les mots, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Est-ce que vous trouvez que la langue française se prête mieux à cet exercice que l'anglais, par exemple? Est-ce que vous écrivez en anglais? J'écris en anglais, c'est toute une autre chose. L'anglais, il y a beaucoup de monosyllabes. Alors, c'est une langue plus percussive. Oui. Et la langue française, c'est une langue plus suave, plus latine, plus sensuelle. Mais en même temps, il y a une rythmique. C'est même plus rigoureux que la langue anglaise. Et c'est pour ça qu'il y a des gens admettent qui ont de la misère à écrire parce que la langue a ses règles. Les accents tombent à la fin de chaque mot. Tu sais, oui. Éternellement. On peut pas dire éternellement. Il y en a qui vont le dire, mais c'est pas supposé. Mais oui, il y a la règle qui oblige que l'accent tombe là. Et j'essaie d'écrire en français tout en respectant la rythmique de la langue. Et c'est un défi de plus que d'écrire en anglais et aussi une satisfaction de plus. J'imagine bien. Est-ce qu'à ce moment-là, la rythmique des mots appelle la rythmique de la musique ou si parfois les mélodies viennent avant? Je pense qu'il y a une complicité. Il y a des phrases qui suggèrent une musique. Comme par exemple une de vos phrases? Mais juste comme par exemple une de vos phrases. Il y a quelque chose de très savoureux, juste la rythmie, les lettres qui sont là-dedans. Et tout de suite là, on y trouve une mélodie. Quand j'entends des jeunes dire « c'est donc bien difficile d'écrire en français », j'admets qu'il y a des poètes qui ont fait en sorte que la barre est haute. Si on parle de Vigneault ou de Léo Ferré ou d'autres. Mais c'est une option, la poésie dans la chanson. On peut aussi s'amuser. On peut dire des choses plus simplement. On peut écrire des chansons instinctives qui n'ont pas comme prérequis un bagage poétique. Alors, j'ai pour dire, c'est peut-être réduire à trop simple, mais si on est capable de parler et se faire livrer une pizza, on est capable d'écrire une chanson. Alors, il y a de l'espoir pour moi, c'est ce que vous me dites? L'espoir pour tout le monde. Et quand j'ai fait le festival, le rencontre de la nouvelle chanson, le rendez-vous de la nouvelle chanson, c'est ce que j'espérais partager avec les plus jeunes. Oui, on peut
on peut se donner la tâche d'écrire avec les outils des poètes qui nous ont précédés et les règles du jeu de la poésie. Et c'est savoureux, c'est satisfaisant, mais c'est pas une obligation. Il y a des choses qui se disent tellement simplement. Si on regarde la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas, oui. C'est sa façon de le dire et sa conviction qui donne tellement de poids à cette phrase simple. C'est vrai. Ne me quitte pas, c'est pas que des poètes qui ont dit ça à celle ou à celui qui partait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'est presque touché, oui presque retrouvé. J'ai failli te rejoindre, mais les distances se faisaient lourdes. T'aurais pu me maudire, me mentir, me repousser. T'aurais pu retourner mon appel. Oh, les silences se faisaient lourds, on s'est jamais vu. Tu ne t'es jamais présenté. Quand je quitte une région et rapidement le téléphone sonne pour que j'y revienne, c'est de bon augure. Alors, j'étais très heureux de voir qu'on voulait que je revienne rapidement dans le coin pour présenter un spectacle complet. Alors, vous nous présentez surtout des extraits de Zola à vélo, votre plus récent album qui est magnifique. Le spectacle pivote autour de ça, mais dépasse aussi. J'ai des choses inédites. J'ai des chansons de mon répertoire, le répertoire que je ramasse depuis 20 ans à peu près. Et puis, alors, je pige dans les chansons que j'ai composées, celles que je tiens encore à chanter, et ça fait partie du nouveau spectacle. Est-ce que vous allez danser? C'est très subtil, parce que bon, j'ai la guitare entre les mains tout le temps. Ah bon? Alors j'ai moins de mobilité, mais il y a quand même quelques mouvements, mais plus subtils que quand l'orchestre m'oblige à me déplacer sur scène. Moi, j'aime ça, vous voir vous déplacer sur scène. Je vous ai vu, entre autres, lors de la finale d'Ontario Pop, il y a quelques années. C'est quoi votre secret? D'où ça vous vient, ces mouvements-là? Mais c'est tout à fait spontané. Il y a des gens qui m'ont téléphoné, me demandaient de donner des cours de danse. J'ai dit que ça servirait à personne parce que j'ai jamais pris de cours et tout ce que je fais, c'est de me laisser aller. C'est la façon dont vous ressentez la musique. Oui, oui, oui. Je me souviens, jeune, j'avais vu des documentaires style National Geographic ou l'ONF où on voyait des simples gens dans des tribus d'Amérique du Sud ou en Afrique qui dansaient sans avoir pris des cours chez Arthur Murray. C'était tout simplement spontané. Ils ne se regardaient pas, ils participaient de façon tout à fait spontanée. Ils laissaient leur corps répondre à le rythme qui était là. Alors, je me suis dit, bon, c'est question de détendre et d'être disponible au rythme qui nous entoure. On s'est presque touché, on s'est même presque connu. J'ai failli tout croire, mais le mystère se faisait lourd. J'ai failli m'oublier, m'abandonner comme un chiot. Je crois bien que je t'ai même aimé, mais le silence se faisait lourd, beaucoup trop lourd. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, veuillez nous laisser votre message en composant le 521-2323.